6, nous parlons de l'actualité sociopolitique au Togo. Et nous sommes avec M. Claude Amegani, il est secrétaire chargé à la coordination du Parti des travailleurs. Merci d'être resté avec nous, M. Claude Amegani, pour ce débat intéressant que nous menons sur ce plateau. Et voilà, nous allons aborder notre troisième sujet qui est lié à la COVID-19. D'emblée, je vous pose la question banale, comment voyez-vous la gestion qui est faite autour de cette pandémie au Togo? Cette gestion, elle est problématique et je dirais quelque part calamiteuse. Mais en fait, la contradiction qu'il y a dans la gestion de cette pandémie est que, en réalité, elle est menée par un pouvoir illégitime auquel la population ne reconnaît aucune légalité et aucune donc légitimité pour parler en son nom et prendre des décisions en sa faveur, et ce pouvoir qui se démène pour prendre des mesures et toutes sortes de dispositions en prétendant sa bonne foi de le faire au compte des populations. Donc nécessairement il ne peut pas y avoir de compréhension de part et d'autre. Ça ne peut pas se faire. Et donc, c'est le péché congénital qui grève cette campagne et les mesures qui sont prises. Parce que dans une société normale, si la légitimité du pouvoir était reconnue, il suffirait tout simplement que l'exécutif appelle les populations à, disons, réfléchir sur la gravité de la pandémie et les mesures à prendre. Et vous verrez d'ailleurs que ce ne sont pas seulement des agents qu'on va faire déployer dans les quartiers et tabasser les populations jusqu'à les tuer. Ce n'est pas ça qui se serait passé. C'est-à-dire qu'on aurait travaillé à conscientiser les populations, à les informer, à leur faire prendre la mesure des risques et à les observer de bon aloi. Parce que les populations auraient compris que c'est dans leur intérêt que ça se fait. Or, là, lorsque vous avez des régimes qui, peuvent bien... Et surtout que les mesures édictées ont des effets catastrophiques pour le vécu des populations, qui avaient déjà beaucoup de difficultés à trouver le repas quotidien, mais là encore une fois, avec le blocage des activités économiques, le renchérissement du coût de la vie, parce qu'aujourd'hui, en matière de transport, lorsque vous voulez prendre un taxi, si vous devez être 4 dedans, les prix sont multipliés par 2, où allez-vous trouver l'argent que vous aviez du mal à trouver auparavant, lorsque par ailleurs ceux qui sont des salariés ne voient pas leur salaire augmenter alors qu'ils ont à gérer sur un salaire une famille plus qu'étendue d'environ 30 personnes. Il faut un seul salaire, 45 000, de la ville jusqu'au village. Vous voyez les conséquences. Et donc, c'est ce hiatus-là qui se crée. Et lorsque vous savez que, lorsque ceux qui sont en haut d'en haut, comme on disent nos amis ivoiriens, ont le moindre mal, mais quand bien même les frontières sont fermées, eux, ils trouvent l'occasion de sauter dans un avion et puis de partir à Paris, se faire soigner. Regardez dans tous les pays d'Afrique, les chefs d'État ou les ministres, etc., qui ont contracté le Covid-19, mais ce n'est pas dans les pays qu'ils ont été soignés. Qui part en France, qui en Allemagne, qui dans d'autres pays, ils vont y mourir, et puis après on annonce qu'ils sont morts dans tel pays parce que ils ont contracté la maladie, on les a évacués, et on ramène leurs dépouilles mortelles. Et donc à partir de là, les citoyens ont le clair constat, ont la preuve tangible de ce qu'ils ne sont pas à égalité devant la maladie. Et donc, ils ne peuvent pas accepter qu'on prenne des mesures qui les pénalisent eux d'abord. Puisque si ça devrait pénaliser, ça devrait nous pénaliser tous au même titre. Mais ce n'est pas le cas. Et on a l'impression que les mesures édictées concernent beaucoup plus les pauvres que les riches, qui ont de multiples moyens de contourner les mesures prises, et en tout cas n'ont pas la difficulté de l'existence au quotidien qu'ont les populations. Donc, partant, on ne peut pas se comprendre.
Fondamentalement, c'est cela. Et des ministres ont beau venir à la radio, à la télévision, rugir comme ils rugissent, mais non, le fossé existera toujours. Justement, j'allais vous poser la question. Mais d'abord, vous avez déjà reçu votre dose de Non, AstraZeneca? non. Pourquoi? Non, parce que j'en ai pas eu l'occasion. Et puis, c'est tout. Et la manière dont les choses se passent, bon, ça m'amène à attendre, à observer. Vous avez peur du vaccin? Non, non, ce n'est pas cela. C'est-à-dire que, bon, je prends moi-même des mesures de protection suffisantes qui, pour l'instant, me permettent, en tout cas, d'observer à ma manière les gestes, les mesures barrières. Voilà. Ça suffit, et plus avant, je verrai, lorsque les conditions se seront clarifiées, et surtout si, quand on sera sorti de cette situation de tension autour de toutes ces mesures que je suis en train de décrire là, bon, le meilleur moment pour le faire. Oui. Et pour rassurer la population, est-ce qu'il faille procéder par des menaces et intimidations Mais surtout pas ça. Ça veut dire que, bon, l'autre aspect de la question, qui est absolument incroyable, est ceci. C'est qu'on nous explique que la fabrication du vaccin donne lieu à une terrible bataille entre les laboratoires pharmaceutiques, qui deviennent d'ailleurs des batailles, quelque part, entre des intérêts étatiques. C'est ça la réalité. Au compte de quoi, vous avez, circulant sur les réseaux sociaux, des vidéos, des audios, en tout cas des informations écrites et autres, qui ne sont pas faites par des Africains, mais qui sont faites depuis les États-Unis, la France, les pays d'Europe, etc., nous expliquant que, attention, les vaccins, surtout ne vous faites pas vacciner parce que c'est très dangereux, parce qu'à partir de là, Bill Gates, avec, disons, la technologie de la 5e génération, va faire de vous des robots, et vous allez devenir des cobayes, etc. Bon, devant toutes ces campagnes qui s'est développée pendant longtemps, mais vous comprenez que les populations sont emmenées naturellement à avoir un doute sur tout ce qui se passe. Et donc il faut les comprendre. Lorsque, après toutes ces campagnes d'information et d'intoxication, mais les gens ont peur d'aller se faire vacciner. Et à partir de là, il faut dans un premier temps rassurer. Et ce n'est pas surtout par des menaces, par des oukases, par des injonctions qu'on va le faire. Mais il faut d'abord prendre acte de ce que, oui, sur le plan mondial, il y a une bataille, une guerre, entre les laboratoires pharmaceutiques ou entre les États, etc., que nous, ici, de l'Afrique, vu le niveau, disons, de misère dans lequel on a maintenu nos infrastructures sanitaires, mais aussi nos centres de recherche, nous n'avons aucun contrôle ni aucun moyen d'intervenir dans ce débat-là pour savoir lequel parmi tous les vaccins qui sont présentés est le plus fiable que l'autre. Mais je ne vois pour l'instant dans aucun pays d'Afrique d'unité de recherche ou de scientifiques suffisamment compétents pour intervenir, pour nous dire voilà ce que nous pensons, parce que nous sommes des scientifiques, nous sommes investis dans le domaine. Nous travaillons sur la fabrication de vaccins, comme cela se fait en Chine, comme cela se fait dans toute une série d'autres pays du monde entier qui, dans la dernière période, comme l'Inde, ont misé. Et lesquels pays? En gros, dans les années 50, au moment où nos parents et nos grands-parents avaient lancé la lutte pour la conquête de l'indépendance nationale, étaient au même niveau que nous, mais qui se retrouvent aujourd'hui à 1000 lieues de nous, ayant investi leurs moyens, leur intelligence et tout ça dans la recherche et d'abord dans l'affranchissement du joug de la domination extérieure, dans la formation de nations et d'États viables avec leur appareil de recherche industrielle et de production et autres, au compte de quoi ils arrivent à fabriquer des vaccins, des médicaments qui sont exportés dans le monde entier aujourd'hui. Nous n'avons rien de cela chez nous. Nos hôpitaux sont des mouroirs. Quels que soient dans les 5 régions administratives du pays, même le seul hôpital de référence de la capitale n'en est pas un. Il n'y a pas de scanner, les appareils les plus élémentaires
que vous trouvez dans le dernier centre de santé en Europe, vous ne l'avez pas dans le centre de référence de l'ensemble de notre pays. Alors, mais de quoi on parle? Franchement, de quoi on parle là? Et donc, vous devez comprendre à partir de là que c'est un débat complètement ubuesque qui est celui qui est en train de se développer, où par le bâton, on veut forcer les gens à accepter une situation qu'on juge bon pour eux, mais sur laquelle on ne les a pas rassurés. Et ça, ce n'est pas acceptable. Parce que, tout simplement, les réticences des populations, c'est des réactions humaines. C'est tout à fait humain, c'est normal. Lorsque vous entendez tout ce qui se dit, tout ce qui se comporte sur les réseaux sociaux, et qui ne sont pas des choses de fabrication africaine, vous comprenez que les gens soient inquiets. Et surtout lorsque ces vaccinations commencent et que par-ci par-là on est en train de dire que telle personne s'est fait vacciner et quelque temps après est décédée ou a eu des effets secondaires gravissimes, etc. et tout ça, que les gens soient inquiets, c'est normal. Et donc il faut rassurer les gens, il faut apporter des éléments de fait, de preuve, il faut argumenter. C'est tout. Et surtout, il faut faire en sorte que ce soit les populations elles-mêmes qui s'approprient les mesures qui sont édictées et qui les fassiennent pour les disséminer au niveau de la population afin qu'elles soient respectées. Justement, dans le respect de ces mesures barrières édictées par le gouvernement, les membres du comité scientifique appellent les gens à ne pas baisser les bras, à être vigilants, à observer les mesures barrières, et tout en précisant qu'il n'y a plus de place dans les structures sanitaires retenues pour accueillir les malades de Covid-19. Par exemple, au CHR de Lomé-Commune à Kégué, il n'y a plus de place. Le lieu dédié pour cela au CHU Campus, il n'y a plus de place. Et dans les hôtels retenus pour cela. Aujourd'hui, quand on dit cela, ça veut dire que le gouvernement même fait un aveu d'échec devant les structures sanitaires au Togo, M. Kotan. Mais bien sûr. Mais moi, cette communication-là, je ne la comprends pas. Pour tout vous dire. Non, honnêtement, je ne la comprends pas. Parce que, moi, je me suis pris comme un citoyen, comme un responsable politique, de m'intéresser un peu aux questions médicales et de lire un peu comment un pays doit mettre en place des infrastructures de santé. Dans la définition d'une politique de santé dans un pays, il y a bien sûr les centres et il y a des ratios pour ça. C'est pour tel nombre de populations, il doit y avoir tel centre. Pour tel effectif de population, il doit y avoir tel nombre de médecins, de sages-femmes, d'infirmiers, d'infirmières, etc. Ces ratios-là sont des ratios définis par l'OMS et ils sont internationalement connus. Mais ce n'est pas ce qui s'applique dans notre pays. Donc, comment voulez-vous que on vienne nous dire ensuite que ces choses n'existent pas, donc contentez-vous de ce qu'il y a. On ne peut pas l'accepter. Lorsque nous savons par ailleurs qu'il y a des gens qui détournent par dizaines, centaines de milliards les richesses nationales, qui auraient dû servir à cela, à la construction de ces centres de santé, non seulement à des centres de santé fonctionnels, parce que il faut toujours, et c'est là où je voulais en venir ensuite, dans une situation nationale, prévoir des situations imprévisibles. Parce que la politique de santé, c'est ça. Puisque des catastrophes finissent toujours par arriver. Et donc, il faut avoir des centres de santé. Dans les hôpitaux, il y a ce qu'on appelle des salles de catastrophe. Par exemple, lorsque vous avez un grave accident d'avion, un grave accident ferroviaire, ou dans les cas des guerres, lorsque des guerres surviennent et où vous avez des blessés, des malades qui vous arrivent par dizaines, par centaines, mais il faut avoir de grands locaux dans lesquels on reçoit les gens et on les soigne, on les traite. Mais ces choses-là, elles se planifient avant que des pandémies du type de celle que nous vivons aujourd'hui n'arrivent. Est-ce qu'on l'a fait dans la situation du Togo? Non, on ne l'a pas fait. Alors, de quoi nous parle-t-on? Lorsque vous avez été totalement incapable
de mettre en place les infrastructures qui devraient exister dans un État moderne, fonctionnant avec le formidable développement scientifique, technologique que nous avons, avec les équipements qui vont avec, etc., les matériels, les scanners, parce qu'aujourd'hui, par exemple, mais vous avez des blocs de machines dans lesquels, lorsque vous faites un prélèvement de sang, on vous sort 10 batteries ou 20 batteries d'analyse en un temps record. Mais ça existe dans des pays comme le Niger ici. Et pourquoi pas au Togo? Et ils ont construit des centres de santé, mais rutilants, neufs, fonctionnels, mais pas un seul au Togo depuis 15 ans. Et le fameux hôpital Saint-Pélégrin qu'on nous a annoncé construire en 6 mois, et il n'est toujours pas sorti de terre, il n'est toujours pas fonctionnel. Donc, de quoi nous parle-t-on? Vous voyez? Donc, les gens, nul ne peut accuser les autres de ses propres turpitudes. Les turpitudes qui ont amené à cet état de fait, cet état des lieux catastrophiques que nous avons, c'est ce régime qui en est responsable. Et donc moi, la conclusion que je tire, j'en reviens encore à la campagne que nous avons menée, c'est que ce régime-là doit disparaître pour qu'on commence à faire les choses un peu normalement au Togo. Mais c'est cela, c'est ce qui doit se passer. Ils sont totalement incapables de le faire. Parce qu'on voudrait bien même les aider à le faire, qu'ils ne le feront pas. Puisque vous savez que dans tout ce qui vient de l'extérieur comme aide en matière médicale, mais les choses sont systématiquement détournées. Il y a l'histoire des moustiquaires imprégnés, vous le savez. Il y a l'histoire des scanners, pour lesquels on a sorti de l'argent pour aller les acheter, mais on a été acheter des scanners d'occasion qui ne fonctionnaient pas, et on est là. Et les personnes qui ont commis ces malversations, on est incapable de les sanctionner. Comme l'histoire du Petrolgate, c'est la même chose. Alors, on ne gère pas un État comme ça. Et donc, il faut que ces gens-là débarrassent le plancher pour qu'enfin on puisse bâtir une politique de santé, une politique sanitaire avec des infrastructures fonctionnelles pour le bien-être des populations. Donc c'est un problème de santé publique et de salut public, pour employer un terme, qui se trouve posé aujourd'hui avec, disons, le désert médical dans lequel nous sommes dans la situation togolaise. Bon, voilà la triste réalité de notre situation. Et donc je ne peux pas accepter le fait qu'on dise que ce gouvernement, il a fait le maximum, et donc le centre de santé préposé à la prise en charge des Covidés, bientôt va être dépassé, donc qu'est-ce qu'on peut... D'accord, mais alors si vous vous rendez compte que ce centre-là va être dépassé, ouvrez-en d'autres. Ouvrez-en d'autres. Vous savez, il y a des dignitaires de ce régime dans ce pays qui ont construit des villas inhabitées. Il n'y a personne dedans. Pas des dizaines, des centaines. On ne peut pas les réquisitionner pour aller soigner des gens là-bas. Moi, j'en connais plein à Lomé. Et pas qu'à Lomé, d'ailleurs. Partout, il y en a. On ne peut pas les réquisitionner pour le bien-être des populations. C'est de l'argent volé du peuple togolais. Et donc ça, là, vous savez que les gens qui ont construit ces maisons, mais ce n'est pas leur argent. Vous ne pouvez pas les réquisitionner pour en faire des centres de santé et soigner les gens. De toute façon, si vous ne le faites pas aujourd'hui, demain ça se fera. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Monsieur Claude. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Avant de finir, de conclure l'émission, nous allons avoir une pensée pour une militante, je ne sais pas si vous la connaissez, Madame Diagba Foussena. La semaine dernière, lundi dernier, elle est décédée. Brusquement, comme ça, M. Claude, vous connaissez la femme, vous connaissez son engagement. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de cette femme-là? Non, Diagba Foussena était une grande amie. Une grande amie que j'ai connue, effectivement. Je l'ai connue, d'abord, ce n'est pas au Togo que j'ai connu. J'ai connu à Accra, où, avec des amis liés à nos activités politiques, nous avons eu à la rencontrer pour échanger sur la lutte que nous menions dans la situation togolaise. Après, dans le mouvement du soulèvement du 19 août 2017, et j'ai vu en elle
une dame très engagée, très dynamique, et nous avons immédiatement sympathisé. Pourquoi? Parce que je suis celui qui a écrit la biographie de son père, Laurent Diagba. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, bon, ça a créé des liens extrêmement forts entre nous. Et nous sommes restés en contact depuis sans arrêt. Et à chaque fois que survient la commémoration de l'anniversaire de la disparition de son père, elle publie, elle lui rend hommage à travers des postings qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois, elle publie, elle rediffuse la biographie de son père que j'ai écrite. Et publie l'ouvrage des 30 biographies des nationalistes togolais que j'ai édité à cet effet. Encore tout à fait récemment, elle l'a fait à l'occasion de la commémoration du 50e anniversaire de la disparition de son père. Et c'est là où je lui ai apporté une information qu'elle n'avait pas. Et que beaucoup de membres dans la famille de Diagba, des enfants de Diagba, n'avaient pas d'ailleurs, à savoir le triste sort subi par son père, qui aujourd'hui n'a pas de cimetière au Togo et n'en aura jamais. Pour la simple raison que lorsque il a été battu à mort par Yadema, qui l'a fait tabasser comme à tour de rôle, comme on pile du foufou dans un mortier, et qu'il ait rendu l'âme, a gardé le corps un certain temps, et puis après, quand Amnesty International a annoncé qu'il allait envoyer une mission d'enquête au Togo, a fait découper le corps en petits morceaux, l'a fait mettre dans des sacs et aller jeter en haute mer. C'est ce que Yadema a fait de la dépouille mortelle du père de Foussena Diagba. Et c'est pour cette raison que lorsque Marc Atilepe, qui était le co-détenu de Laurent Diagba, a fait sa communication à la conférence nationale en 1991, il a commencé à faire cette citation: sur les tombes d'un marin, il ne pousse pas de roses. Parce que pour lui, Laurent Diagba est mort comme un marin, puisque vous savez que les marins, c'est en haut, mais quand les enterre, et donc sur les tombes d'un marin, il ne pousse pas de roses. Et donc c'est moi qui lui ai donné l'information, à l'occasion de la commémoration de ce 50e anniversaire. Et bien évidemment, ça s'est répandu sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc c'est vous dire les liens forts qu'il y avait entre nous. Et donc c'est avec beaucoup de peine que j'ai été informé de la disparition de cette brave militante, une dame très courageuse, qui est une femme remarquable, qui s'est beaucoup distinguée parmi les femmes togolaises, qui, bon, parmi toutes celles qui militent et auxquelles il faut rendre un hommage, s'est distinguée d'entre elles parce que c'est une femme courageuse, très brave, très bravache d'ailleurs, et qui ne fait rien comme les autres femmes. Parce que vous savez le métier qu'elle exerçait? Elle exerçait un métier, mais un métier d'homme. C'est-à-dire, elle était agent de footballeur. Voilà. La plupart des grands footballeurs togolais qui ont fait carrière en Europe, etc. et tout ça, c'est elle qui a pris leur dossier, qui a eu la charge. Donc les Cheyi, Adebayor, tout ça là, ils la connaissent. Tout le monde, les Serge Gakpe, tout ça là, tout le monde la connaît. Puisque beaucoup d'entre eux sont passés par elle pour trouver leur club en Europe et pour avoir des situations, etc. Donc, elle est agent de footballeur. Et elle connaît toutes les arcanes de la FIFA et de ses démembrements dans les différents pays, etc. C'est donc dire que c'est une grande perte pour la lutte démocratique au Togo. Mais ce que je dois dire par là, c'est que tout le combat qu'elle a mené n'aura pas été en vain et qu'elle laisse aux militants, femmes comme hommes, le témoignage d'un engagement total, et le devoir que nous lui devons, c'est de continuer cette lutte jusqu'à la victoire. Là, elle est partie rejoindre son père dans l'au-delà, mais que nous fassions en sorte que tout le sacrifice qu'ils ont payé de leur vie ne soit pas vain, et que demain nous puissions leur rendre l'hommage qui est mérité
lorsque ce pays sera libéré. Merci beaucoup, M. Claude Ameganvi. Votre mot pour clôturer cette émission. Non, c'est d'abord de vous remercier et à travers vous, à l'ensemble de vos téléspectateurs, je dirais, qui suivent régulièrement vos émissions. Bon, j'espère que les échanges que nous avons eus aujourd'hui auront permis de faire comprendre à l'ensemble de nos compatriotes et au-delà, à tous les Africains et aux citoyens du monde entier, qu'il n'y a pas de fatalité dans aucune situation nationale. Que ce qui est établi et qu'on nous présente comme des choses intangibles qu'on ne peut pas bouger, que c'est comme ça, que c'est nous qui devons décider, ça ne peut pas être. Et que la force doit prévaloir quant à la souveraineté des peuples. C'est toujours les peuples qui doivent avoir le dernier mot, ce sont les peuples qui doivent décider, et donc que le peuple togolais se lève pour réclamer et obtenir la réalisation de ses droits, qui pour moi passe par en finir avec ce régime pour qu'on puisse construire les centres de santé qu'il faut, qu'on puisse en finir avec la corruption au Togo, qu'on puisse trouver à manger 3 fois par jour au Togo, qu'on puisse avoir des écoles dignes de ce nom, etc., etc. Et que nos pays, le Togo en particulier, puissent rattraper ce trop grand écart qu'il a par rapport à la modernité aujourd'hui à l'échelle internationale, comme on le voit. Nous en avons les moyens, nous avons les hommes pour le faire, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, et donc nous avancions pour libérer notre pays tout simplement. Alors merci à vous, encore une fois, de m'avoir donné cette occasion de pouvoir le faire, et félicitations à vous pour ce formidable travail que vous faites, et je ne saurais que vous encourager et vous apporter tout mon soutien dans cette œuvre-là, dans la poursuite de cette œuvre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Claude Ameganvi. Je rappelle que vous êtes le secrétaire chargé à la coordination du Parti des travailleurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation, d'être passé sur ce plateau de l'autre journal. Et à la prochaine, parce que nous allons encore vous rappeler. Merci, et je serai naturellement disposé à venir répondre à votre invitation. Merci beaucoup. Merci, chers amis, pour qui nous suivez dans cette émission de l'autre journal. Je vous informe que l'enregistrement de ce numéro a été un peu particulier, parce que nous sommes sous le coup de la coupure d'électricité. Nous avons fait appel à nos moyens, à nos petits moyens de bord pour pouvoir réaliser cette émission aujourd'hui, parce que vous pouvez constater quelques défaillances au niveau de la lumière, au niveau du son peut-être, voilà, et c'est parce que c'est dans ces conditions particulières dans lesquelles nous avons réalisé cette émission. Merci à vous qui nous suivez. Merci aux techniciens, le principal Marc Azangban, Harry Bassapan, merci aux stagiaires, merci aux techniciens de son, je ne connais pas son nom mais il se connaît, merci, chers amis, et à la prochaine.